décolonisation n'est pas tout à fait achevée. Je me garde même de parler des bases militaires. Mais si nous prenons même des pays qui n'abritent pas des bases militaires, vous verrez, par exemple, que dans mon propre pays, l'accord de 2009, n'est-ce pas, qui a remplacé les anciens accords de défense, prévoit, par exemple, que la base logistique française à Douala est inviolable. Donc c'est inviolable. Donc les autorités camerounaises ne peuvent pas y pénétrer. Donc les militaires ne peuvent pas y pénétrer de la même façon qu'il y a une exonération, disons, des taxes douanières et fiscales, donc pour tout le matériel, les équipements qui y va. Juste ça, je donne juste ça à titre illustratif. Je n'ai pas le temps d'analyser tous les accords dans les autres pays. Et ça, ce sont des accords plus récents. Les accords des années 59 à 60 étaient, j'allais dire, allaient bien plus loin et vraiment installer des relations de dépendance, puisque d'ailleurs, ce sont des accords qui permettaient à la puissance anciennement administrante d'intervenir pour maintenir au pouvoir, n'est-ce pas, tout gouvernement qui était signataire d'un tel accord et qui estimait qu'il pouvait être mis en danger par sa propre population. Deuxième point illustratif, là aussi j'irai très vite, c'est dans le domaine économique. Et là, nous pouvons commencer par ce qu'on a appelé les accords de coopération économique, notamment en matière commerciale, entre les pays africains et en particulier les pays européens. Les accords de Yaoundé 1, Yaoundé 2, Lomé 1, Lomé 2. Et enfin, l'accord de Cotonou de 2000. Et il ne vous aura pas échappé qu'aucun de ces accords n'a permis le développement de l'Afrique. Mais comment voulez-vous signer dès les années 60? L'accord de Yaoundé 1, je crois que c'est entre 62 et 63, si je me trompe. Accord commercial. Le Cameroun ne produit encore rien sur le plan industriel et quelques produits agricoles. Hein, ce qu'on a appelé les produits de rente, c'est-à-dire le cacao, le café, le thé, le coton. Et on vous dit c'est un accord d'échange commercial. Sauf que, en fait, vous recevez tout et vous n'échangez rien. Et c'est ça. Et du coup, en même temps, le caractère pernicieux de ces accords vient de ce que ça vous spécialise. Parce que vous dites, j'ai un marché pour le cacao, alors donc il faut que je produise davantage de cacao parce que je vais bénéficier du marché qui m'ouvre justement les perspectives non douanières, non tarifaires. Vous allez donc produire toujours sans transformation. Ce n'est pas des produits industriels. Vous devez produire et renvoyer brut. Donc vous produisez beaucoup de cacao, beaucoup de café, beaucoup de coton, dont vous ne déterminez pas les prix. Hein? Après, on vous a chanté tout au long des années 70, vous n'étiez pas encore né, mais la détérioration des termes de l'échange. Qui détériore quoi? Vous échangez d'abord quoi pour que ça se détériore? Donc vous vendez le café, vous vendez le coton, et alors vous produisez que ça. L'industrie africaine est nulle parce qu'il y a eu cette spécialisation par le corset des accords, signés trop tôt. Et donc, vous avez vu que 40 ans, 50 ans, 60 ans d'accords n'ont permis à aucun pays africain de bouger. Maintenant, subitement, on vous dit, vous êtes devenu grand. Il faut signer des accords de partenariat économique avec l'Union européenne. C'est encore mieux. On va supprimer toutes les barrières tarifaires. Donc, du coup, les barrières douanières qui vous permettaient d'avoir des recettes douanières pour alimenter votre budget vont disparaître. Parce que de toute façon, vous n'avez toujours pas d'industrie, puisque les précédents accords ne vous ont pas permis d'installer l'industrie, mais simplement, vous allez être le déversoir des produits européens, qui, dans certains cas, vont concurrencer la petite industrie locale qui commençait à naître. Voilà le problème. Parce qu'il faut que l'on se dise les vérités sur la scène internationale. Vous ne pouvez pas, dans le même temps, déplorer l'immigration massive, y compris illégale, des jeunes Africains, qui ne trouvent pas de perspective chez eux, pas de travail chez eux, et en même temps les inonder de façon à ce que le développement soit impossible chez eux. Ils sont consommateurs en bout de chaîne. Donc, il n'y a pas de valeur ajoutée lorsque vous êtes simplement consommateur. Il vous faut d'ailleurs trouver de l'argent pour continuer à consommer. Donc, voilà pourquoi je mets ces accords-là au rang des accords postcoloniaux qui solidifie les liens de dépendance coloniale. Mais il y a aussi dans le domaine monétaire, notamment en ce qui concerne les pays de la zone franc,
des accords qui ont effectivement maintenu les pays africains dans cette relation de dépendance en leur enlevant le levier qui permet à tout État souverain de mener sa propre politique monétaire. Ce n'est pas seulement fantaisiste, ce n'est même pas idéologique comme j'entends beaucoup, c'est vraiment technique et économique. Bon, bien sûr, la décision est éminemment politique, la souveraineté monétaire est quelque chose de politique, mais au final, c'est qu'on vous enlève un des leviers qui vous permet d'organiser votre propre développement. On vous dit, oh, vous avez la stabilité monétaire. Qu'est-ce que vous faites avec la stabilité monétaire grâce à une parité fixe? Les experts nous disent, bah non, cette stabilité vous permettait simplement d'assurer aux entreprises de la puissance dominatrice de venir s'installer en sachant que l'argent qu'il investit chez vous, il ne perdra pas un centime dessus puisqu'il a une parité fixe. Oui, alors que par le jeu de la politique monétaire, par le jeu de la dévaluation et tout ce que vous voulez, vous pouviez justement avoir une marge qui vous permet effectivement de modifier les rapports. Donc, c'est stable, c'est fixe. Il investit 10 francs, il sait que je retirerai 15 francs et il est sûr qu'il retirera les 15 francs parce que la parité fixe de la monnaie vis-à-vis de la devise métropolitaine hier et vis-à-vis de la devise européenne lui garantit cela. Et évidemment, nous connaissons tous les autres aspects, le fait que les fonds étaient déposés au Trésor français et non pas à la Banque de France, parce que si c'est la Banque de France est une banque, donc elle doit rémunérer l'argent. Hein? Mais quand c'est au Trésor, c'est une administration de l'État, donc ça devient des recettes budgétaires, et donc votre propre argent peut vous être prêté, parce que bon, c'est un argent que vous avez déposé. À l'origine, avant la révision de 1972, c'était 63% des dépôts qu'il fallait faire après les accords, la modification de 72-73, c'est devenu 50%, mais c'est toujours beaucoup. Sans compter que lorsque ce panier commun de réserve, puisque tous les pays de la zone franc mettent dans le même panier, la garantie que vous donne le pays, vous ne l'appelez pas tout le temps parce que les pays qui ont davantage de réserves soutiennent ceux qui n'ont pas assez de réserves, sans qu'ils aient à intervenir. Donc, si la Guinée équatoriale ou le Cameroun a davantage de réserves parce qu'il a vendu plus de pétrole et que la Centrafrique n'a pas assez de réserves, il va y avoir donc un jeu de compensation. On n'appellera pas la France en garantie, puisque vous pouvez faire ça entre vous. Et si votre compte d'opération au Trésor français devient déficitaire, normalement, c'est là que le garant doit jouer, parce qu'il doit approvisionner le compte. Mais il ne le fait pas. À ce moment-là, il vous impose la dévaluation. Donc, nous sommes là face à des accords et nous avons suivi dernièrement que quelque chose a commencé à bouger sur ce terrain-là. C'est bon, très bien, ça va dans la bonne direction. Moi, je dis, il faut voir ce que ça va donner parce que le diable est dans les détails. Donc, on est sorti de l'appellation déjà, symboliquement, on est allé à l'écho. Donc, c'est plus le franc CFA, ce sera l'écho. Où seront déposées les réserves? Est-ce qu'il y aura encore des réserves? Apparemment non. Tant mieux. Mais il y a quelqu'un de généreux qui se propose pour continuer à être garant. Et tout le problème est là. Alors, voilà. Alors, si vous garantissez, parce que dans l'accord de 1972, l'article 7 disait que la BEAC est une institution multinationale africaine à la gestion et au contrôle duquel participe la France en contrepartie de la garantie de sa monnaie. Voilà, ça ce sont les termes. Vas-y, exact, je cite de mémoire, mais c'est cela, de sa monnaie. Bon, donc, c'est en vertu de la garantie de sa monnaie qu'elle devait participer à la gestion et au contrôle. Maintenant, elle vous dit, bon, très bien, c'est l'écho, et puis vous ne déposez même plus chez moi, mais je suis garant. Donc, la clause en vertu de laquelle elle participait à la gestion et au contrôle demeure. C'est pour cela que j'ai dit, on m'a posé la question il n'y a pas longtemps, et j'ai dit, donc le diable est dans les détails, on nous a annoncé un accord entre le ministère français des Finances et les institutions financières de la zone franc en Afrique, c'est-à-dire BEAC et BCAO en Afrique occidentale. Pour l'instant, la BEAC observe encore. Non. Et donc,
il faudra que nous attendions de voir ce qui sera dans cet accord pour savoir vraiment si on est sorti du franc CFA ou bien si on a seulement changé d'appellation. Voilà les quelques indications, les quelques éléments que je voulais, à grands traits, vous présenter pour illustrer mon idée selon laquelle la décolonisation est inachevée. Et je terminerai simplement en disant une chose. Afin de permettre au droit international de jouer pleinement son rôle de règle organisant la vie dans la société internationale, il faut décoloniser le droit international. Il faut le décoloniser lui-même. C'est-à-dire que nous devons avoir un regard critique sur les concepts du 19e siècle qui étaient forgés pour asseoir la colonisation. Ce n'était pas forgé abstraitement pour le plaisir intellectuel et spéculatif de créer des normes. C'était pour asseoir les intérêts et la colonisation. Donc nous devons commencer donc par une vraie critique de ces concepts et de ces principes. Nous devons aussi essayer de regarder au-delà du 19e siècle pour voir les origines historiques du droit international. On enseigne de moins en moins l'histoire du droit international dans les facultés. C'est vrai que c'est une matière qui est devenue obèse. Et donc, généralement, les programmes n'ont pas le temps de consacrer un vrai morceau à l'histoire du droit international. Vous apprendriez beaucoup de choses, y compris tous les débats sur le concept du jus consciens, y compris le débat sur la question du droit naturel et du droit positif. Pourquoi on en est arrivé là? C'est parce que les premiers, ce qu'on a appelé les pères fondateurs du droit international, venaient en grande partie de l'Église aussi, n'est-ce pas? De Vitoria, Suarez et tout ça. Ça, c'était des moines. Et donc, à une époque où le christianisme était très dominant en Europe, et dont la pensée du droit international se coulait aussi dans la pensée globale de la société. Quelqu'un comme Hugo de Groot, dont je vous ai parlé tout à l'heure, toute sa doctrine partait d'abord du principe acquis que la théologie chrétienne était la base de ce qui devait sous-tendre la réflexion en droit international. Je ne dis pas que la théologie chrétienne n'est pas bonne, je dis simplement qu'il faut le savoir et faire son propre inventaire, et analyser et savoir effectivement si ça peut continuer à régir tout cela aujourd'hui ou pas. Voilà, je crois que je n'ai peut-être pas, je l'espère, épuisé le sujet, mais il m'a suffi juste de vous indiquer qu'il y avait encore là matière à réflexion, et je vous remercie de votre aimable attention. Merci, professeur Camteau, pour cette lumineuse et fantastique conférence. On a la salle jusqu'à 15h30. Je crois qu'on peut prendre quelques questions, mais avant de procéder aux questions, j'ai juste à titre de rappel, il y a 2 micros de part et d'autre, un micro de part et d'autre de la salle. Si vous voulez poser une question, je vous invite à vous lever et aller vous mettre en rang pour poser la question au micro afin que tout le monde dans la salle puisse vous entendre. Et autre chose, je tiens à souligner et à la rappeler, on a une salle voisine qui est pleine aussi, qui malheureusement on ne pouvait pas accommoder. Et je voulais juste le rappeler parce qu'on a cette salle-ci, mais toute la conférence a été diffusée aussi dans la salle voisine. Il y a plus de 250 personnes qui se sont présentées à l'événement et je vous remercie pour ça. Donc maintenant pour la période de questions, un à la fois, au micro, on y va lentement et je vous laisse, professeur Camteau, prendre des questions.